La Banque centrale britannique va financer directement le Trésor pour l'aider à compenser la récession induite par cette pandémie de coronavirus, ce qui veut dire en clair que la BOE, la Bank of England, la Banque centrale anglaise, va donc financer directement les dépenses du pays. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. C'est vrai que c'est une info qui est passée relativement un petit peu sous les radars, un peu inaperçue, mais pour vous, cette décision de la Banque d'Angleterre, pour vous, carrément, vous y allez, ça fait sauter un gros tabou, on va dire, même peut-être le tabou le plus fondamental du libéralisme. Je ne suis pas sûr que tout le monde vous ait suivi, expliquez-nous. Alors, pour moi, effectivement, c'est une décision très importante. Je considère que finalement, on peut dire que les Anglais entrèrent les premiers dans l'ère néolibérale en 79 et ils en sortiront les premiers aujourd'hui, à la faveur d'une décision le 9 avril, qui peut avoir effectivement, vous avez raison, une sorte d'aspect un peu technique, mais qui est en fait qui a une portée idéologique majeure. La Banque centrale britannique va prêter directement des livres sterling à l'État. Ça s'appelle des facilités de caisse. Les Anglais parlent de Ways and Means Facility. C'est extrêmement important. On peut dire que c'est une sorte de prise de la Bastille monétaire qu'ils ont réalisé. Pourquoi c'est important? Parce que, ça signe le retour officiel du politique, de la notion de politique face au pouvoir des marchés. Le Trésor britannique ne va pas passer par la case marché financier, mais elle va directement sonner, le Trésor britannique, le ministre des Finances va sonner directement à la porte de la Bank of England, de la Banque centrale britannique, qui va s'exécuter et va faire tourner la planche à billets au bénéfice direct de son pays. Nous, on avait une loi au milieu des années 70 qui, justement, nous l'interdisait. Là, on sent qu'il y a un véritable verrou idéologique qui saute. Mais je vous vois venir, Franck, je vous connais, vous avez parlé de la Banque centrale européenne, mais dans les faits, c'est à peu près ce qu'elle fait. La BCE, elle rachète des dettes aux États, alors certes pas tout de suite, mais sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Les États vont émettre des obligations publiques, achetées d'abord par les banques, par les investisseurs, et puis hop, la BCE va mettre pour partie la main dessus. Ça revient un petit peu à la même chose. Est-ce qu'on n'est pas, comme dirait Jacques Chirac en son temps, on n'est pas en train de faire balle aux mouches, là? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas une question de mouche. Quand vous dites c'est un peu pareil, toute la différence c'est le un peu, parce que vous avez raison sur le plan du circuit. La monnaie qui est fabriquée par la BCE, elle va où? Eh bien, elle passe souvent par le canal des banques. Elle finit parfois dans la spéculation sur les marchés. Elle ne va pas suffisamment vers les entreprises en mal de financement, mais surtout, elle ne va pas assez vers les salariés ou les consommateurs, en particulier les classes moyennes et populaires. Et aussi surprenant que cela puisse vous paraître, eh bien cette méthode anglaise, elle est beaucoup plus égalitaire. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche finalement du fameux hélicoptère-monnaie. Ce procédé qui consistait à déverser de la monnaie directement aux citoyens. C'est-à-dire que par ce branchement direct entre le Trésor, le ministère des Finances et la Banque centrale, c'est-à-dire entre le politique et celui qui émet de la monnaie, eh bien, on permet théoriquement, plus facilement, d'avoir une sorte, on verra quelle forme ça peut prendre, on n'y est pas encore, mais une sorte d'hélicoptère-monnaie où on peut donner par le Trésor, par le ministère, directement de l'argent aux citoyens, ou aux entrepreneurs, par exemple, qui sont en mal, aujourd'hui, on le voit bien, les entrepreneurs indépendants notamment, qui sont en mal de trésorerie, vous pouvez directement financer cela. Ce qui n'est pas possible dans la formule de la BCE, qui est obligée d'avoir des contorsions par rapport à son mandat et aux textes qui encadrent bien l'action de la BCE. On ne peut pas faire aussi facilement. Et ce aussi facilement, il est aujourd'hui déterminant pour faire descendre la monnaie jusque à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les classes moyennes, les consommateurs, mais aussi, par exemple, les indépendants. Donc, ça, je pense que c'est absolument essentiel. Et ce qui se faisait, si vous voulez, avant, notamment de l'après-guerre jusqu'aux années 70, c'était très simple. C'était qu'il y avait le ministre des Finances qui appelait le gouverneur de la Banque de France et qui disait
disait, bon, voilà, j'ai besoin de X milliards. Le gouverneur de la Banque de France, il disait non, le lendemain, on en prenait un autre. Et puis, voilà. Mais on sait que ça a conduit aussi à beaucoup d'inflation, ça. C'est pour ça aussi oui, que... ça a conduit à beaucoup d'inflation. Effectivement, il faut tout à fait l'admettre. Hein. D'ailleurs, Andrew Bailey, qui est le gouverneur de la Banque centrale anglaise, avait dit juste avant le coup de force du politique britannique, avait dit non, ce n'est pas, c'est un procédé. Je suis plutôt contre. Il l'avait dit dans le FT, c'est Financial Times. Je suis plutôt contre parce que, ça ne s'inscrit pas dans la lutte contre l'inflation. Mais effectivement, vous avez un moment donné où, en période de crise, vous demandez qui va payer. Est-ce que ce sont plutôt les créanciers? Et donc, avec de l'inflation, vous portez atteinte à la valorisation de leurs créances et vous privatisez la dette. C'est ce qu'on a fait finalement des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Soit vous dites il faut un peu que les deux un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut effectivement quand même que les créanciers puissent demain épargner et maintenir un peu leur pouvoir d'achat, mais il faut aussi quand même que le futur, ceux qui vont faire le futur et non pas les engagements passés, le futur pour l'économie, ceux qui le font fonctionner, les jeunes, les travailleurs, il faut aussi leur donner des bouffées d'oxygène, en particulier, je pense, aux indépendants. Ouais. Donc, je vous coupe, Franck, puisqu'on parle des indépendants. L'indépendance de la Banque centrale britannique, est-ce qu'elle est mise à mal avec justement le fait de monétiser en direct les dépenses du pays? Parce que c'est censé être temporaire déjà, et c'est censé être une mesure temporaire et pas permanente. Et puis d'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière, 10 ans en arrière, ça a déjà été pratiqué à faible échelle, je me rappelle, et vous aussi en 2008-2009, je crois que c'est pour 20 milliards de livres sterling, déjà il y avait eu un financement direct. Oui, c'est vrai. Alors il faut savoir que ça venait de Gordon Brown, qui était à l'époque Prime Minister. Gordon Brown était totalement dans le dogme néolibéral de l'époque, ce qui n'est pas le cas de Boris Johnson. Alors, vous allez me dire, je ne comprends pas, il était à gauche et Boris Johnson était à droite. C'est justement ça le grand... Grand chambardement. Le grand chambardement idéologique, à vrai dire. C'est ça le pied de nez historique. C'est que c'est finalement Boris Johnson qui va renverser une table néolibérale qui avait été scellée par ses prédécesseurs, et en particulier Tony Blair et Gordon Brown. Mais là où vous avez raison, c'est la question de l'indépendance de la Banque centrale. Après, on peut considérer que la Banque centrale doit être indépendante parce que les politiques ont tendance à se dire oui. L'argent facile, il suffit de faire tourner la planche à billets, et puis il n'y a pas de nécessité de bien gérer, de surveiller les dépenses publiques. Après tout, on n'a qu'à appuyer sur le bouton, c'était la recette miracle. Ouais. C'est une sorte de martingale qui remet le problème dans le futur pour le remboursement de la dette ou de l'inflation. Mais vous avez aussi une autre école qui dit non, je suis désolé, dans une démocratie, le pouvoir appartient à celui qui a une légitimité démocratique. Et le gouverneur de la Bank of England, il a une légitimité technique. C'est quelqu'un de compétent qui connaît très très bien les mécanismes de création monétaire, etc. Et là-dessus, après, c'est véritablement un débat, je dirais, presque fondamental. Qu'est-ce qu'on veut faire prévaloir? Est-ce qu'on a une conception de la démocratie qui est une conception, je dirais, très élective, en disant le pouvoir appartient à celui qui est élu sur l'économique et en particulier sur le grand argentier, ou alors est-ce que la démocratie c'est une forme d'équilibre? Il y a un peu de politique avec les élus, mais il y a aussi une forme de pouvoir financier qu'il faut aussi respecter, et tout cela forme une sorte d'équilibre, et la démocratie c'est cela. On ne va pas, cher David, passer 4 heures sur le sujet. Non, mais l'idée pour clore, c'est de dire la Banque Centrale Européenne là-dedans, est-ce qu'elle devrait ou pas lui emboîter le pas? Elle a déjà elle-même fait sauter beaucoup de tabous, la BCE, au travers de cette crise, que Christine Lagarde, au-delà des petits ratés au départ, a dit que tous les montants, qu'il n'y avait pas de limite à l'engagement de la Banque Centrale Européenne, en termes de plafond de rachat de dette par pays, il y avait un plafond d'un tiers de la dette publique d'un pays qui est en train de sauter. Elle a déjà brisé bon nombre de tabous. Ça changerait quoi qu'elle finance en direct? Et ce qui semble pas possible au vu des textes aujourd'hui, hein. Oui, alors, ce que je le dis, c'est que
ça changerait le circuit. C'est une histoire de robinetterie, pardon d'être aussi trivial, mais c'est que la robinetterie, elle va pas dans le bon sens. C'est-à-dire que vous ouvrez les vannes de la liquidité et puis vous avez le tuyau qui passe par l'intermédiaire des banques ou par l'intermédiaire des marchés et ça va pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'on a eu une inflation. Mais elle va bien racheter, la Banque Centrale Européenne, 850 milliards d'euros d'actifs cette année, donc je ne sais combien de dettes publiques françaises, allemandes, italiennes. Donc ça revient au même. Elle les a rachetées. À qui? Ben, sur le marché secondaire, à ceux qui voudront les vendre. Encore une fois, banques ou investisseurs, ou caisses d'assurance, compagnies de... Donc, en les rachetant, elle a créé de la monnaie, elle les a payés, et elle a pris du papier et elle a distribué de l'argent. Cet argent-là, elle l'a distribué aux vendeurs, c'est-à-dire aux investisseurs institutionnels. Et effectivement, tout est fait pour faire en sorte que les banquiers, avec ces liquidités, le diffusent dans le circuit économique réel. Sauf que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Pourquoi? Parce que vous me parliez du crainte de l'inflation il y a 2 minutes, et vous aviez parfaitement raison. Mais l'inflation, elle a eu lieu entre 2008 et 2018. Elle a eu lieu, mais c'est l'inflation des actifs financiers qui a eu lieu. Ouais. C'est-à-dire que les indices boursiers ont largement augmenté, ainsi que les obligations et les actions. Pourquoi? Parce qu'on a diffusé de l'argent qui est parti dans les marchés financiers. Il y a eu inflation, mais il n'y a pas eu inflation des salaires, il n'y a pas eu inflation forcément des prix, il y a eu inflation des actifs. Immobilier, au bénéfice de ceux qui sont propriétaires des actifs. C'est pour ça que derrière cette décision-là, qu'on semble finalement dire, au fond, c'est une histoire de circuit, c'est une histoire de tuyauterie. Oui, mais derrière, c'est aussi une question fondamentalement idéologique. Bon, en tout cas, il y a des textes aujourd'hui qui ne permettraient pas à la BPCE de faire ça. Bah, apparemment, alors il faudrait demander à un expert des traités. Je crois que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui permettrait de le faire. Maintenant, il y a certains économistes qui travaillent justement pour essayer de faire financer par la BCE des actions qui rentrent dans le cadre du sanitaire ou de l'écologie, etc. Vraiment, pour le coup, il faut demander à des juristes qui ont vraiment travaillé cette question. Voilà, en tout cas, c'était une info qui était passée un peu sous les radars, et donc ce verrou qui saute en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est quand même pas rien, et c'était effectivement un pied de nez. Juste avant de se quitter, la couverture de cette semaine du magazine. Alors, Marianne s'intéresse aux responsables et aux coupables de cette crise du Covid. On a fait une enquête très fouillée à la fois sur les politiques et sur les administrations qui, je dirais, n'ont pas été toujours à la hauteur, étant entendu que ce n'est pas forcément les politiques et les administrations actuelles, mais que tout cela remonte à bien plus longtemps et d'ailleurs est lié à notre sujet, c'est-à-dire il y a aussi des raisons idéologiques et politiques qui ont conduit de degré en degré à faire un certain nombre d'erreurs. Voilà à lire cette semaine donc dans le magazine Marianne. Merci beaucoup Franck, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire. Merci Franck, bon week-end. Merci David. Bye.